Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition de votre JT Lozère, un JT en édition spéciale, puisqu'à l'occasion des 40 ans du Grimpe, depuis Florac, nous serons en direct avec Marion et Sébastien et tous leurs invités. Sans plus attendre, avant de démarrer les titres de ce journal, je vous propose de commenter, liker, partager, mettre des petits pouces. C'est bon, je compte sur vous, c'est fait. Allez, c'est parti. On retrouvera donc Marion et Sébastien avec le Grimpe tout à l'heure, juste après les brèves de ce JT. Je vous propose tout de suite de découvrir les titres. À l'occasion d'Octobre Rose, nos caméras ont suivi des bénévoles lors d'actions ayant pour but de récolter des fonds. La CCI Lozère et la Banque de France ont présenté à la presse les tendances économiques de notre département. Plus de 2500 passionnés s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier à l'occasion des rencontres de la couture et du fait main. Nous reviendrons sur les propos de Jean-Luc Mélenchon depuis la Lozère où il a tenté une explication concernant sa phrase indélicate comparant la Martinique et notre département. Samedi 5 octobre, la Ligue contre le cancer Lozère a lancé sa grande opération Octobre Rose, une opération d'ampleur mondiale pour sensibiliser les femmes à la problématique du cancer du sein et bien entendu pour récolter des dons. Amandes, randonnées à pied, en courant ou à vélo était le point d'orgue de la journée pour sensibiliser les Lozériens à ce sujet. Un reportage de Marion Guibaudot. Voilà, Octobre Rose, c'est vraiment pour le cancer du sein, mais on n'oublie pas les autres et on se mobilise aussi pour les autres cancers ce mois-ci. Les gens se mobilisent, voilà, on entend beaucoup parler, on est tous touchés, toutes les familles sont touchées, donc voilà, les gens sont sensibles à la cause. Avec environ 61 214 nouveaux cas en 2023 et plus de 900 000 personnes atteintes en France, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. Une femme sur 8 développe ce type de cancer au cours de sa vie, mais détecté tôt, ce dernier se guérit dans 9 cas sur 10. Près de 20 000 cas pourraient cependant être évités chaque année grâce à des gestes simples comme la réduction de la consommation d'alcool et de tabac ainsi que la pratique régulière d'une activité physique. Alors on a les chiffres de 2023. En Lozère, il y a 52% qui se sont fait dépister, donc bien trop peu encore. En 2022, c'était 48%, donc on peut dire que voilà, il y a eu un petit peu un rebond, mais c'est encore bien trop peu. Donc moi j'invite toutes les personnes à ne pas hésiter à se faire dépister, parce que si c'est pris bientôt, on peut mieux se soigner en tout cas. Le mois d'octobre est traditionnellement devenu le mois où une grande campagne de communication est faite autour du dépistage du cancer du sein avec pour thème cette année « Plus forte ensemble ». Cette dernière est organisée par la Ligue contre le cancer. À cette occasion, la fédération a souhaité alerter sur une réalité préoccupante. Plus d'une femme sur deux méconnaît les risques liés au cancer du sein. Une enquête menée par la Ligue contre le cancer en septembre 2024 auprès de 1000 femmes révèle des lacunes importantes en matière de sensibilisation. 14,8 millions de femmes âgées de 18 ans ou plus méconnaissent les risques liés au cancer du sein et 1,7 million d'entre elles ne les connaissent pas du tout. Un état de fait qui freine très probablement l'attention portée aux facteurs de risque et aux actions de dépistage.
Faites-vous dépister, puis avoir un suivi régulier, comme je vous disais, de chez soi, voilà, vérifier que tout aille bien, qu'il n'y ait pas une malformation ou un écoulement, enfin, quelque chose qui est un petit peu anormal, voilà, ça peut donner l'alerte et c'est là qu'il faut aller consulter quelqu'un. Les personnes de 50 à 74 ans reçoivent une invitation pour se faire dépister. Et aujourd'hui, on est tous mobilisés pour lutter un petit peu et pour que tout le monde aille se faire dépister. Voilà, tout est pris en charge par la sécurité sociale, il n'y a pas d'avancement à faire. Et nous avons 2 endroits de radiologie à Marvejols ou à Mende. Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, reposant sur la générosité du public et sur l'engagement de ses bénévoles et salariés. Cette fédération est composée de 103 comités départementaux présents sur tout le territoire national et en Outre-mer. En Lozère, de nombreuses actions sont déployées sur tout le territoire durant le mois d'octobre pour cette nouvelle campagne. Alors les dons servent principalement pour aider les gens qui sont malades, voilà, qui sont en soins. On leur laisse des soins de confort toute l'année auprès de différents stands gratuits pour eux. Ça va aussi pour la recherche. Voilà. Et puis on a un but aussi, c'est qu'on va changer de locaux prochainement, donc ça va être ça aussi. Cela ne vous aura pas échappé, la situation économique en France est compliquée. Qu'en est-il en Lozère ? Eh bien justement, pour répondre à cette question, la CCI Lozère, la Banque de France, avait convié la presse pour faire le point. Nous y étions. Reportage. Le 4 octobre, le président de la CCI Lozère et le directeur départemental de la Banque de France avaient convié la presse pour faire le point sur la rentrée économique dans notre département. À l'image de l'ambiance économique nationale actuelle, l'économie lozérienne, bien que résiliente, est ralentie par un manque de confiance. Pour l'instant, les euros prennent la direction des bas de laine. Dans ce contexte compliqué où la tendance est à l'épargne dans les ménages et dans les entreprises, il est à noter que la bataille contre l'inflation espérée à 2% est en passe d'être gagnée. Malgré une légère hausse des chiffres d'activité durant les 6 premiers mois, quelques points demeurent préoccupants. Les crédits destinés à l'habitat ont très fortement diminué depuis un an. Le décalage entre la perception et la réalité économique induit un problème de confiance dans l'avenir et des reports d'investissement, ce qui impactera les chiffres d'affaires à venir. Quelques tendances concernant les 6 premiers mois en Lozère sont à noter. L'industrie affiche plus 2,90% en termes de chiffre d'activité. La construction réalise plus 6,9% pour sa part. De son côté, le commerce de centre-ville, principalement le textile et les métiers de bouche, sont plus en difficulté. En ce sens, la CCI Lozère anticipe en agissant quotidiennement via un accompagnement personnalisé. Une situation en corrélation directe au manque de consommation des ménages. Cette situation est en faveur du e-commerce qui est en plein essor et affiche des chiffres vertigineux. Le e-commerce au niveau national est en hausse de 10%. Il aura totalisé 160 milliards d'euros qui auront été dépensés en ligne en 2023. Autre secteur impacté en Lozère, le CHR, comprenait le café hôtellerie-restauration, dont le chiffre d'affaires est généré à 50% par le tourisme. Le secteur CHR accuse un repli de moins 2,66%. À cela, quelques pistes d'explication. La météo maussade au début et en fin de saison estivale, les élections, les changements de mode de consommation, plus la seconde main qui a pris un essor, par exemple, mais également une modification de la consommation alimentaire. À cela s'ajoute la proximité de l'Espagne et des prix plus abordables, notamment pour les Héroltais, en les détournant de ce fait de la Lozère. Enfin, le taux d'intérêt de la Banque centrale est à la baisse sur un an, et cela devrait se poursuivre, impactant le taux d'intérêt emprunt. En résumé, si la croissance économique est modérée avec un taux de chômage en plein emploi situé à moins de 5%, le président de la CCI Lozère se montre confiant. La confiance économique devrait être portée par les entreprises qui auront su préserver leur trésorerie, mais également par l'épargne des ménages lozériens qui est de plus de 1,5% et dont le pouvoir d'achat ne serait pas en baisse, toujours selon la CCI Lozère. Si l'épargne soutiendra par les revenus financiers en 2024 et 2025, la CCI prévoit également une épargne portée par la valeur travail pour contribuer à relancer la consommation.
Et la Banque de France de confirmer que dans un climat incertain, les entreprises avec plus 3,8% sur un an, ainsi que les ménages lozériens ont renforcé leur liquidité. Cet excédent d'épargne devrait soutenir la consommation dans le département à horizon 2025-2026. Et le président de la CCI Lozère de conclure en se voulant résolument combatif via un message à destination des décideurs. Dans le brain des patrons, la confiance doit revenir. Allez, beaucoup plus léger maintenant, nous allons rejoindre l'association l'AFM Demande qui avait organisé le week-end dernier ses 8e rencontres de la couture et du fait main. Cette année, l'association avait ouvert les portes, l'association Ultra Dynamique avait ouvert ses portes bien plus tôt, remportant de ce fait un très vif succès. Ça a été 2 jours vraiment chargés, plein d'émotions bien sûr pour les organisateurs. Ils sont une quarantaine sur la centaine de bénévoles que compte l'association. Nous y étions, reportage. Il y en avait pour toutes les envies, du tissu, des fils et des aiguilles, des accessoires de couture diverses, de la laine sous toutes ses formes et même de quoi créer des cartes animées en scrapbooking, des patchwork multicolores et même 2 tirages de tombola pour gagner la machine à coudre de ses rêves. Après 2 jours intenses orchestrés par les bénévoles de l'association Fait-Main, la 8e édition du Salon de la Couture et du Fait-Main aura comptabilisé près de 2500 visiteurs. Les amateurs et professionnels s'étaient donné rendez-vous les 5 et 6 octobre dernier à la Halle Saint-Jean-de-Mende. Près de 50 exposants et des ateliers prodiguaient des conseils et astuces aux visiteurs, ou plus précisément aux visiteuses, car les hommes présents étaient souvent là en accompagnateur. De la dernière trouvaille avec des machines à coudre toujours plus performantes, aux brodeuses, il n'y avait qu'un pas. Des promos importantes étaient proposées sous l'œil vif des dentelières du Couvich chiracois, où les mains habiles mêlaient les fils sur un patron bien en place. Pendant que la fileuse bobinait, les autres s'attardaient sur le stand de la créatrice couturière et modéliste Valérie de l'atelier de la Malétine. Et parmi la multitude de créations remarquables de ce salon, un stand a attiré notre attention, celui de Sylvie. Sa particularité, recycler. C'est tendance, vous me direz. Recycler des calendriers de la Poste pour leur donner une nouvelle vie, soit en boîte de rangement pour tous ces petits accessoires, ou encore ses secrets du quotidien. La créatrice dessine et confectionne l'intégralité de ces objets, des éléments qui la composent, et ce avec un soin tout particulier. La tendance de saison, les suspensions en montgolfière, sans aucune couture visible, et au motif de Noël qui arrive déjà à grands pas. Si ce salon est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est une centaine d'adhérentes, mais on est moins une quarantaine de bénévoles à tenir ce salon. Et ça, c'est important. Vous avez des gens à l'accueil qui vous accueillent, vous avez la restauration, nous aussi, vraiment, sans compter le montage des stands, etc. Sans la quarantaine de bénévoles, on ne serait pas là. C'est pas moi qui fais le salon toute seule. Et comme l'a dit Sophie, 2 jours au programme bien complet. Vous aurez pu vous restaurer au stand tenu par les bénévoles, avant de retourner assister aux conférences et autres trouvailles tant convoitées pour s'occuper et faire plaisir tout simplement. Je compte sur vous, le rendez-vous est pris pour découvrir vos créations dès l'automne prochain. La phrase aura fait polémique. En Lozère, vous n'avez pas ça. Cette phrase a été prononcée par le leader de LFI, la France Insoumise, lors d'un discours comparant les élites martiniquaises à celles de notre département, la Lozère. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon a tenu une réunion publique le 28 septembre en Lozère. Il était attendu, bien entendu, de pied ferme. Les Lozériens n'ont pas été déçus. Reportage. Qu'ai-je dit ? Voyons ça tout de suite, pour pouvoir, comme on m'a demandé de le faire, présenter des excuses. Il y avait une actualité où les Lozériens et les Lozériennes demandaient en fait à avoir la présence de Jean-Luc Mélenchon pour qu'il leur explique en fait ce qui avait été mal compris, qui était un quiproquo et mal vécu. Et donc voilà, on l'en remercie d'être venu jusqu'à nous. Oui, sans cesse venait à mon esprit le souvenir de cette pauvre femme, Marie Durand, qui avait écrit dans la prison où on l'avait mise, avec les autres femmes qui restèrent plus de 30 ans et pour certaines 40 ans, avait inscrit sur la margelle du puits de lumière par lesquels on leur passait le ravitaillement, résister, et qui jamais ne céda. Si bien que, quand est arrivée cette misérable querelle que m'a cherché M. Suot, à qui je ne dirai pas un des mots que la députée a déjà utilisé à son égard, puisque c'est déjà fait.
Et puis, si c'est moi qui l'ai prononcé, évidemment, ça prendrait tout de suite une autre apparence. Ce monsieur Suot n'est pas très original. Il fait ce que beaucoup de gens font. Quand il y a un problème, c'est Mélenchon. S'il n'y a pas de problème, c'est encore Mélenchon, parce que ça permet de faire parler de soi. Je crois plutôt, oui, qu'il a effectivement, il a été vexé par les propos que j'ai pu tenir aussi, en le mettant devant sa responsabilité. Jean-Luc Mélenchon, donc... parle souvent, et il le doit ça peut-être à des personnes qui nous ont permis ici de vivre dans un pays de liberté. J'ai parlé de la Lozère. Et on me reproche d'avoir prononcé des paroles de mépris qui ont insulté d'un seul coup 75 000 personnes. Qui, bien sûr, comme vous l'avez vu autour de chez vous, sortaient aussitôt dans la rue pour dire « Qu'a dit Mélenchon ? C'est insupportable !» Et c'est, alors, pardon pour les autres, les Guadeloupéens, mais ils ont toujours cultivé un certain sentiment d'élite intellectuelle. Et la vérité, c'est qu'ils le sont. Et, bah oui, parce que quand vous faites à la fois Césaire, Frantz Fanon, Glissant et Chamoiseau, bon, bah, vous pouvez pas dire « On est n'importe où », hein. En Lozère, vous n'avez pas ça. Bon. Alors, bah oui, bah, vous avez juste qu'à vous en rendre compte. Hein. Aussitôt, la Pravda des Komsomol, le journal Le Midi Libre et Télé Delga sont accourus pour prendre la vie précieuse des gens. Comment réagissez-vous aux paroles inacceptables de M. Mélenchon? Et cette presse vouée au mensonge, à l'usurpation, a créé une ambiance telle que, et voilà qui m'en a cuit, des gens du commun, comme je les aime, se sont sentis en effet blessés. Comment? Mais Mélenchon, nous l'aimions bien, il tient bon, il a une tête dure. Pourquoi a-t-il dit du mal de nous? Et pourquoi? Eh bien parce que M. Suot leur a dit. Et que la presse d'Elga est là aux ordres. Et vous entendez d'abord le bruit des talons avant celui d'entendre le reste du bruit, le stylo qui écrit et le reste. Sincèrement, je dis ce que je pense, mais je ne pense pas être agressif dans mon propos à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. Par contre, lui, il est plutôt, encore une fois, dédaigneux vis-à-vis des Lozériennes et de Lozériens. Ça, c'est extrêmement regrettable de la part d'un personnage public. Et en fait, c'est le début d'une campagne qui a été prévue un peu partout en ruralité sur la France, voilà. Et pas que la ruralité d'ailleurs. Donc voilà, les deux, pour le coup, il a démarré par Mende avec l'actualité, voilà. Et moi, après, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Pourquoi je parle de la Lozère alors que j'étais en train de parler de créolisation, de la Martinique, des Caraïbes et de tout ça, et que je lis mes 4 noms? Pourquoi alors? Bon, je suis comme pas mal d'entre vous ici, hein, une sorte de puits, hein, au bout d'un certain nombre de décennies, d'années de vie, hein, on est comme ça. Alors, quand vous jetez le seau, il sort des tas de trucs, qui n'ont pas toujours vraiment un rapport les unes avec les autres, et au dernier moment, vous triez. Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je me mets à parler de Lozère à propos de Césaire, Chamoiseau, Glissant et Frantz Fanon? Curieuse mémoire. Eh ben, monsieur Suot, mon petit bonhomme, non seulement vous avez oublié de citer les autres résistants du département, parce que curieusement vous avez une tête à éclipse qui fait que vous n'êtes pas capable de vous rappeler que le maire de Florac, lui aussi était un grand résistant, et pas seulement celui de Mende, à qui je veux rendre hommage. Qu'il y a aussi, dans ce département, eu un événement parmi d'autres. Je pourrais vous citer l'ingénieur qui a été le directeur général du creusement du canal de Panama. Je pourrais. Je connais peut-être mieux l'histoire de la Lozère que lui. Mais il y a surtout 2 noms que vous avez oubliés. Le premier, c'est celui de Chabrol, de ces fous de Dieu, à qui moi j'ai ce lien dans le temps. Vous avez oublié son nom, alors qu'il porte le nom de la résistance populaire massive, qui est la vertu numéro 1 du peuple. Savoir dire non. Pourquoi vous l'avez oublié? Et les autres, ça vous aurait arraché la bouche de dire « Ah oui, quand même, Césaire, ah oui, quand même, Glissant, encore faut-il les avoir lus » avant de les oublier. Mais c'est surtout que vous avez oublié l'un d'entre eux. Frantz Fanon, dont je viens de vous parler, sociologue, psychiatre mondialement connu, Frantz Fanon, a terminé sa formation en Lozère. Voilà pourquoi la Lozère m'est venue à l'esprit alors que je parlais de la Martinique.
Oui, mais enfin, il n'a pas voulu nous rencontrer, nous, en tant que journalistes, pour un interview. Ouais. Oui, bon là après, la salle regarde. Voilà, vous êtes accrédité pour la salle, vous êtes ici présent et puis il s'est expliqué devant tout le monde. Donc bon voilà, je pense que le travail a été fait aussi, quoi. Voilà. Et il y en a un que je n'ai pas cité, Frantz Fanon. C'est un penseur, un sociologue, un psychiatre, un penseur des luttes de libération nationale. Alors lui, il est étudié dans le monde entier, parce que c'est le premier qui a fait le lien entre les luttes de libération nationale et la construction des problèmes psychologiques ou de la manière psychologique d'aller à la rencontre des problèmes de lutte. C'est un très grand esprit, il est étudié dans plein d'universités, aux États-Unis notamment. Vous avez entendu ce que je viens de dire, je relis à toute vitesse. La Martinique est un lieu assez spécial et tout petit endroit. Malgré tout, ils sont 300 000, ils sont toujours cultivés un certain sentiment d'élite intellectuelle. La vérité, c'est qu'ils le sont. Vous n'avez pas encore entendu une seule fois dire Lozère. Quand vous faites à la fois un Césaire, Glissant, Chamoiseau et Frantz Fanon, vous ne pouvez pas dire on est n'importe où. Attention, retenez votre souffle. En Lozère, vous n'avez pas ça. Point. Point, mesdames, messieurs. En Lozère, vous n'avez pas ça. Quelqu'un va-t-il me dire qu'il y a ça en Lozère? Vous allez me dire, ah, on le reconnaît. Comme l'a dit M. Tuffry. Il dit, c'est vrai, Mélenchon n'a pas tort, on n'a pas ça, mais on a. Mais j'en suis bien d'accord. Fortement apprécié les échanges et a priori les personnels et M. Tuffry aussi. Et voilà, c'est une preuve d'ouverture et c'est vraiment intéressant. Et c'est chouette de pouvoir travailler en fait tous ensemble. Comme il l'a dit, l'idée c'est d'aller vers une vie plus juste et plus sereine. Mais on a aussi des gens qui se sont dévoués. Oui, aussi on a... Quand ai-je parlé d'élite intellectuelle pour dire qu'il n'y en a pas en Lozère? Jamais. Quand ai-je dit qu'il n'y a pas d'élite en Lozère? Jamais. Monsieur Suot a tout inventé pour se rendre intéressant et me traite de cabotin. Voilà la vérité. J'ai dit en Lozère, vous n'avez pas ça. Je ne pouvais pas y être et je l'avais invité d'ailleurs, puisque au préalable, il m'avait sollicité par texto pour que nous ayons un échange au cours de sa venue. Donc je lui avais indiqué que le samedi je ne pouvais pas être présent et donc je lui avais proposé le dimanche matin d'aller faire un tour, de se promener ensemble sur la forêt des Poilus à Mende pour justement peut-être qui regarde d'où on vient tous, hein, ce qui fait notre pays aujourd'hui. Donc il a refusé, m'indiquant que mon propos était agressif. Voilà, mesdames, messieurs, si j'ai quelque chose à vous dire, si j'ai une part de notre histoire à ramener parmi vous pour la rendre vivante et vous unir entre vous par des idées en commun qui font de vous un seul peuple, quelles que soient vos différences, vos couleurs de peau différentes, vos religions différentes, vos genres différents, nous avons en commun ce souffle de l'esprit qui bien sûr a commencé sous une forme religieuse, et je ne demande pas qu'on la partage, qui serais-je pour le faire, mais qui s'est accompli dans cette idée. Et quand vous avez ce magnifique tableau de la Révolution de 89, où vous avez un homme qui a les bras écartés, et d'un côté il y a un évêque et de l'autre un pasteur, vous voyez l'image dont je vous parle? Beaucoup la connaissent, l'ont vu dans son livre d'histoire. L'homme qui est au milieu, celui qui dit la guerre de religion est terminée avec la grande révolution de 1789. Cet homme, c'est Rabot Saint-Étienne. C'est un avocat. Et cet avocat est le fils d'un autre avocat. Et cet autre avocat, Rabot Saint-Étienne père, est celui qui a fait libérer les femmes camisardes qui étaient emprisonnées. Si bien que notre histoire de France, quand elle aboutit à la création de la République, quand elle aboutit à la liberté de l'esprit, aux premières mesures de la laïcité de l'État, qui sont en 1789, quand elle aboutit à, par exemple, décider que les Juifs sont des citoyens comme les autres, car c'est à la Révolution de 1789 qu'on le doit, eh bien, c'est d'ici que c'est parti, de ces montagnes, de ces plateaux, de la résistance des gens qui sont ici. Voilà, monsieur Suot, ce qu'il vous reste à apprendre. Et on ne voit pas pourquoi les ignorants auraient des droits supérieurs aux sachants. Commencez d'abord par apprendre l'histoire de votre coin avant de ramener votre science et votre art de méprisant et de cuistre. Enfin, l'idée, c'est d'expliquer qu'en fait, on ne peut pas prendre une phrase dans un discours et la monter en épingle sans avoir une base solide. Il faut bien écouter l'ensemble. Et l'idée, c'était surtout pas d'atteindre nos populations. Alors, ça c'est fait, là, tout ça.
Lui, ça va être la première fois qu'il arrive sur le territoire. Dans son propos, il a beaucoup parlé du Sud. Il a totalement ignoré tout le reste du département, que ce soit le cœur de la Lozère ou la Margeride ou l'Aubrac ou l'Écosse. Et donc, de ce point de vue-là, je l'invite à revenir nous voir et je lui ferai faire un petit tour du département s'il le souhaite. C'était compliqué, vous l'avez vu. Je vous rappelle que KWZ TV Lozère, votre chaîne, et votre JT Lozère sont totalement indépendants totalement indépendants de tout le monde et de tout parti politique. Alors, dans quelques instants, nous serons en direct des Cévennes avec Marion et Sébastien. Nous serons en direct avec le Grimpe, les pompiers vraiment spéciaux, des pompiers qui interviennent en milieu périlleux. Ils fêtent cette année leurs 40 ans. Juste avant de retrouver donc Sébastien et Marion et leurs invités, je vous invite à découvrir les quelques brèves de ce JT. Lundi 30 septembre était un jour particulier pour l'association Fait des Bons 48. Le Toulousérien s'était donné rendez-vous à la chapelle des Pénitents de Mende pour célébrer les 10 ans de la Fédé 48. Vous savez, ce sont les célèbres chèques cadeaux Fait des Bons, valables chez plus de 300 commerçants et partenaires en Lozère. Si le président Éric Prat est revenu sur cette décennie de collaboration et de succès avec les commerçants lozériens, il a déclaré non sans enthousiasme: nous mettons à l'honneur les associations locales de commerçants et nous célébrons ensemble votre engagement et vos contributions. Pour sa part, Thierry Julier, le président de la CCI Lozère, est quant à lui revenu sur la genèse nationale de ce projet, où la Lozère en est un acteur depuis l'origine et est encore à ce jour le département le plus actif. À événements exceptionnels, actions particulières, à l'issue des discours officiels, Fait des Bons 48 a remis 8 chèques d'une valeur unitaire de 1 000 € chacun à destination des associations de commerçants lozériens faisant partie du réseau. De son côté, le président du conseil départemental de la Lozère, Laurent Suot, a assuré la continuité du soutien total du département dans les projets futurs. Bien entendu, la soirée s'est chaleureusement terminée autour d'un gâteau d'anniversaire, dans une ambiance musicale où ce fut l'occasion de resserrer les liens et d'envisager des actions futures. La ville-préfecture se refait une beauté. À Mende, la réfection des pavés en centre-ville se poursuivra jusqu'au 20 novembre. Il concerne successivement la rue de la République, la rue Chalier-Hugonnet et la rue d'Angiran. Dans un premier temps, l'accès à la rue de la République sera fermé à la circulation. Les travaux se poursuivront dans un deuxième temps, rue d'Angiran, concernée par des reprises partielles. Elle sera également fermée à la circulation. Toutefois, durant le temps des travaux, les livraisons pourront être réalisées en sens inverse du sens habituel. Le conseil d'administration du SDIS s'est réuni le lundi 7 octobre. Une nouvelle équipe s'est constituée autour du président Laurent Suot. Ont été élus pour première vice-présidente Patricia Brémond, Philippe Martin en deuxième vice-président, Valérie Rebois-Chemin en troisième vice-présidente et Patrice Saint-Léger est membre du bureau. Aux côtés du binôme de direction, composé du colonel Frédéric Lhomme et du colonel Bruno Doury, la nouvelle équipe devra mener de nombreux projets structurants pour le SDIS, avec entre autres le nouvel état-major, le projet de régulation commune avec l'hôpital, la rédaction du schéma départemental d'analyse et de couverture du risque et le projet d'établissement. Enfin, les élus du bureau du SDIS ont décidé de ne pas prendre d'indemnité. Ils ont proposé que ces sommes soient versées annuellement aux jeunes sapeurs-pompiers. À noter que depuis le 1er octobre, les services d'urgence et de secours en France ont un nouveau numéro de rappel. Il est commun à tous les services. C'est le 0800 112 112. Pour mémo, si vous devez contacter les urgences, les numéros habituels restent inchangés, soit le 112 pour les numéros d'urgence européens, le 15 pour le SAMU, le 17 pour la police et la gendarmerie, et enfin le 18 pour les pompiers. Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce jeudi 10 octobre dans un lieu emblématique de Florac, le siège du Grimpe qui cette année fête ses 40 ans. Le Grimpe, c'est le groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux et montagneux, fondé en 1984 et qui rayonne depuis lors sur toute la France et même jusqu'à l'international. C'est l'un des seuls centres français de formation à l'intervention en milieu périlleux et montagne. Donc pour évoquer ce sujet, j'ai avec moi le commandant Pierre Serrano, fondateur du Grimpe. Bonjour.
L'adjudant-chef Romuald Cannon, conseiller technique départemental de la Nièvre et formateur au CNF, bonjour. Et enfin, le capitaine Guy Pourchaud, chef du Centre national de formation SMPM et conseiller technique national secours en milieu périlleux. J'ai un dernier invité qui se balade actuellement dans les installations du GRIMP pour nous présenter les coulisses et les tester, mon collègue Sébastien Coulon, que vous voyez à votre image et que nous retrouverons tout au long de cette discussion. Alors Sébastien, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe de ton côté? Qu'est-ce que tu fais? Alors, bonsoir à tous. Moi, pour ma part, j'ai pris de la hauteur, 25 mètres exactement, avec une équipe du GRIMP qui va m'évacuer. Je vais jouer le rôle de la victime et ils vont me mettre dans le brancard et ils vont m'évacuer donc de ces 25 mètres un peu plus bas. Voilà, et on va vous faire vivre ça en direct de l'installation de A à Z. Voilà. Merci Sébastien. Regardez. Le brancard, il est là. Alors, j'ai totalement confiance à mes trois sauveteurs, secouristes. Alors, vos prénoms, messieurs? Julien. Julien. Sébastien. 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 Et Sébastien. Deux Sébastien. Ça fait trois Sébastien du coup et un Julien. Voilà. Regardez, là, il y a le brancard. Et je vais vous montrer un peu plus bas. C'est-à-dire 25 mètres plus bas. Alors, je ne m'approche pas trop là, parce que comme ça fait un petit peu haut. Donc, 25 mètres de hauteur à m'évacuer. Allez, je suis à vos consignes, je suis à votre écoute. On va venir s'allonger les pieds de ce côté, à plat dos, la tête ici. Merci Sébastien, soyez prudents là-haut et on se retrouve en bas, Sébastien, dans quelques instants. Alors je me tourne vers nos invités, capitaine Guy Pourchaud. On connaît ici le GRIMP, on sait ce que c'est le GRIMP, mais c'est quoi SMPM et pourquoi ce changement de nom? Alors, bonsoir. Et donc, alors, qu'est-ce que le GRIMP? Le groupe de reconnaissance d'intervention en milieu périlleux, ça c'est quelque chose que nous connaissons bien. Ça, c'est sur l'ensemble du territoire national. C'est depuis 1999. Et donc, le SMPM, c'est le secours en milieu périlleux et montagne, puisque la réforme est en cours aujourd'hui sur le territoire national pour regrouper le GRIMP et le secours en montagne chez les sapeurs-pompiers. Et donc, sa terminologie, c'est secours en milieu périlleux et montagne. Donc, on peut quand même dire en Lozère le GRIMP. On peut garder notre appellation. Oui, c'est pour ça que... Non, mais le GRIMP, bien sûr, mais c'est important parce qu'on a besoin de se retrouver et en tous les cas de faire une unité nationale unique pour l'ensemble des opérations de secours qui nous sont demandées sur le territoire. Et le centre, le cœur de l'opération sera Florac, toujours? Alors, le centre national, c'est toujours Florac, bien sûr, mais vous avez bien compris qu'ici, on ne va pas former des gens en haute altitude. Voilà, donc, forcément, on a une antenne sur Chamonix pour former, bien sûr, les chefs d'unité en haute montagne et au secours en montagne. Merci beaucoup. Commandant Serrano, je me tourne vers vous. J'aimerais bien revenir avec vous sur l'histoire de ce GRIMP et comment vous l'avez créé à l'époque. Alors, racontez-nous tout. Bonsoir d'abord. Comment nous avons créé cette histoire? Tout simplement parce que lorsque je suis rentré au sapeur-pompier en 1978, en tant que pompier volontaire, nous avions à intervenir en ravin en particulier, lors d'accidents routiers un peu escarpés. Et à ce moment-là, je pratiquais la spéléo à haut niveau, puisque j'étais conseiller technique national à spéléo secours. Et on utilisait déjà du matériel très performant que nous étions en train de mettre au point fin des années 70. C'est les techniques alpines qui voyaient le jour et qui commençaient à prendre de l'élan. Et voir le travail qui se faisait en caserne avec les vieux cordages, les sangles, les vieux mousquetons et les ceinturons de feu pour descendre dans des cavités, ça me paraissait un petit peu déplacé, mais c'était surtout dangereux. Donc, alors, avant de continuer l'histoire, on va rejoindre Sébastien parce qu'ils sont prêts à descendre. Donc, on va aller regarder descendre. Là, ils engagent la civière. Alors, avec le matériel, des fois, c'est pas facile, mais voilà, ils sont tous les trois. Ils vont bien sécuriser dans la civière. Et ils vont engager, donc, du coup, la civière dans le vide. Parce qu'il y a en plus, pour complexifier un peu les choses, il y a un obstacle à passer. Un petit peu plus bas, il y a un balcon. Donc, il faudra passer un obstacle en plus. Donc, voilà, c'est vraiment la situation réelle. C'est qu'on va découvrir les équipes du GRIMP et une évacuation périlleuse en montagne. Ah, tu peux laisser du mou pour l'instant. C'est au début. Voilà, il laisse un petit peu de mou pour l'instant. Alors, j'ai avec moi deux Sébastien, donc du coup ça fait 3, et Julien. Donc voilà, 3 Sébastien et un Julien, plus un quatrième élément qui est au niveau du balcon, qui va faire un obstacle. Voilà. Donc j'ai totalement confiance, voilà, parce que là,
le brancard commence à s'engager dans le vide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe tous les trois, l'un de vous trois, qui veut prendre la parole et nous dire ce qu'ils font? Bon, alors là, ce qu'on voit en direct, donc on a notre camarade Sébastien qui est installé dans une civière qu'on appelle chez nous une civière barquette. Elle permet de positionner la victime dans de bonnes conditions et en sécurité pour descendre à l'horizontale. C'est ce que vous voyez à l'image actuellement. Il y a un sauveteur qui est accompagnateur, c'est-à-dire qu'il est à côté de la civière, vous le voyez là, il a tendu ses jambes et il tire la civière vers lui. L'objectif de cette manœuvre, c'est de pouvoir écarter la civière de la paroi pour éviter qu'elle frotte, parce que si maintenant on mettait personne, vous avez compris que là dans ce cas-là, pour descendre à la verticale, la civière frotterait. Donc pour éviter ce frottement, et en tous les cas que ça descende dans de bonnes conditions, eh bien on met un sauveteur. Cette technique, c'est un secours en paroi, c'est ce qu'on peut faire. On peut faire exactement la même chose en falaise ou dans un milieu industriel ou un milieu urbain, voilà, comme on le voit à l'image actuellement, et puis il descend, et donc il faut passer des obstacles. Donc le sauveteur qui est là, sa mission, c'est vraiment d'assurer déjà les passages d'obstacles et de progresser dans de bonnes conditions et en sécurité avec la civière. Combien d'entraînements vous faites comme ça pour arriver à être au top? Alors au top, je ne sais pas, mais en tous les cas, le Centre national effectue 487 mises au vide par an en civière entre 5 mètres et 200 mètres. Donc ce qu'on fait là, avec quelqu'un à l'intérieur de la civière, donc c'est unique en Europe, hein, bien sûr. Et donc forcément, voilà, c'est tous les grimpes de France et bien sûr tous les départements de France. Mais je passerai la parole à Romuald. Tous les départements de France s'entraînent toute l'année à faire ce genre de travail. 25 mètres, c'est une hauteur à peu près correcte pour s'entraîner? Oui, alors toutes les hauteurs sont bonnes, hein. Ce qui est important, c'est la pratique. D'accord. Le balcon, ça devrait le faire. Alors là, ils sont en train de passer le balcon. Adjudant-chef, est-ce que vous pouvez nous en dire de comment on passe un obstacle comme ça? Alors, oui, effectivement, donc, lorsqu'on fait des évacuations, notamment sur des habitations dites collectives, on a un bon nombre de balcons à passer, des fois de différents encombrements avec différentes tailles. Et donc, tel que le disait le capitaine, toute la plus-value d'avoir un sauveteur accompagnateur, c'est de pouvoir se dégager convenablement, en tout cas dégager la barquette et la victime, en évitant des frottements qui pourraient avoir une incidence sur nos matériels, donc en mettant aussi en sécurité les techniques et les matériels que l'on met en œuvre. Donc là, ils sont en train d'arriver au niveau du toit, c'est ça, de la caserne, ou des hangars, pardon? C'est ça complètement. Les techniques grimpe et CMPM prennent un petit peu de temps sur la mise en place. Par contre, lorsque l'on met en œuvre l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place, c'est très rapide. Là, vous avez vu, à partir du moment où Sébastien est dans la barquette et que le passage est au vide, on finit par régler et checker l'ensemble des dispositifs dans le cadre de la sécurité. Et vous avez vu, en moins de 5 minutes, ça y est, la victime est au sol. Sébastien, ça va? Tout se passe bien chez Sébastien? Du coup, alors on a perdu le son avec Sébastien. Ça va très bien. On vient d'arriver au sol. Voilà, là-haut c'était 25 mètres plus haut. Moi j'étais dans la civière et ils m'ont descendu l'équipe du grimpe en toute sécurité. On a évité le balcon qui était l'obstacle avec la plus grande difficulté. Mais ça s'est passé sans aucun accroc et là on est au sol. Voilà. Là je vais remonter pour faire une autre descente avec un autre matériel. Super, merci beaucoup Sébastien. Voilà. Est-ce qu'il y a Donc là ils sont en train de me sortir de la civière tranquillement. Voilà. Il y a beaucoup de matériel à renlever, hein, parce que voilà, c'est ultra sécurisé. Voilà. Vous êtes en totale confiance, même le sauveteur, les équipes du grimpe vous parlent en même temps, donc pour vous rassurer, voilà, c'est en totale sécurité. Alors on a vu que c'est ultra sécurisé. Est-ce qu'il y a des questions de temps pour sortir quelqu'un d'une habitation, d'un rocher, etc. Est-ce qu'il faut qu'ils aient un temps maximal quand ils s'entraînent? Alors oui, alors en tout cas, quelle est la difficulté? C'est ça qu'il faut comprendre pour nos auditeurs, c'est que aujourd'hui, quand on intervient, on ne sait pas où on va. Donc, comme on l'a dit, on l'a rappelé les numéros d'urgence tout à l'heure. Le téléphone va sonner, il y a quelqu'un qui va être en difficulté. On va envoyer une équipe spécialisée pour pouvoir traiter le problème. Et quand ils vont se présenter sur les lieux, ils ne connaissent pas les lieux. Donc il va falloir faire une reconnaissance. C'est ce qu'on appelle chez nous faire le tour de la question et essayer au maximum de voir quelle est la technique que l'on va mettre en œuvre pour pouvoir extraire la victime dans les meilleures conditions possibles et pouvoir la mettre dans l'ambulance. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'ils vont avoir à peu près 10 minutes de reconnaissance, de créer un schéma, faire un dessin
avec la technique qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Et de là, ils vont donner un ordre d'exécution et dire ce qu'ils vont faire et qui va le faire avec leur équipe. Et là, ça va donner un temps. Ce temps-là, plus il va être court, mieux ce sera. Mais comme l'a dit l'adjudant-chef Romuald tout à l'heure, la mise en œuvre, elle n'est pas forcément très longue. Voilà, donc ce qui est un peu long, c'est la mise en place. Mais on s'entraîne pour justement réduire cette partie-là et être le plus efficace et efficient possible. C'est-à-dire définir la stratégie la plus efficace possible finalement. C'est ça. Il faut choisir, si on fait, comme on vient de le voir, un secours en paroi, ou est-ce qu'on fait une tyrolienne ou d'autres techniques. Merci beaucoup. Commandant Serrano, je reviens à vous. On en était à ces matériaux que vous utilisiez à l'époque qui n'étaient pas forcément adaptés à tous les secours qui avaient besoin. Alors comment ça s'est passé après? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Tout simplement, c'est la rencontre avec un ami qui est originaire du pays, le colonel Jouve, qui à l'époque était adjoint au chef de corps de Clermont-Ferrand, qui, sachant ce qui se faisait un petit peu à Florac, pensait qu'il pouvait, de son côté, avec des pompiers professionnels, le mettre en œuvre. Et c'est à ce moment-là qu'il a proposé d'envoyer 6 pompiers professionnels du corps de Clermont-Ferrand à Florac, à titre expérimental, en 1984, fin 84, pour voir si en quelques jours, 5-6 jours, une petite semaine, nous étions capables de les transformer et de les rendre sauveteurs pour devenir ce qu'on va devenir un petit peu plus tard, les techniques nouvelles de sauvetage. Et c'est donc à partir de ce pari, en 1984, que l'aventure a commencé. Voilà. Et alors je sais aussi, parce que vous me l'avez dit hors antenne, que vous faites de la spéléologie, c'est aussi ça qui vous a donné des idées de travailler un peu les matériaux à l'époque. Mais le problème de la spéléologie, il est simple. En spéléologie, il faut évoluer sous les 3 dimensions. Il faut pouvoir descendre, il faut pouvoir remonter, et il faut pouvoir se déplacer en translation. Autrement dit, on travaille dans les 3 dimensions. Que ce soit en déplacement d'individus ou de sauveteurs, ou que ce soit en déplacement d'une civière ou d'une victime. Donc ces techniques-là, eh bien, nous les avons adaptées, nous les avons sorties de terre pour les adapter à ciel ouvert et les rendre possibles avec des minimums de moyens en place et de façon sûre, de façon à rendre également tout sauveteur autonome sur sa corde et qui progresse en toute sécurité. C'est ça, parce qu'à l'époque où vous avez commencé en tant que pompier volontaire, parce qu'il faut le préciser, vous êtes resté pompier volontaire toute votre vie, les cordes étaient raides et les matériaux que vous utilisiez étaient très lourds. C'est bien ça. Les cordes de l'époque, pour vous donner une image, vous montez certains escaliers, vous avez quelquefois des rampes qui sont en corde. Eh bien, les cordages qui étaient dans les pompiers, dans les véhicules et dans les fourgons de sapeurs-pompiers ressemblaient à ces cordes-là, qui faisaient 2 à 3 cm de diamètre. Et on travaillait avec ces cordes extrêmement lourdes, bien sûr limitées en longueur, et pas du tout adaptées à ce que nous voulions faire. Et pour mettre en place le grimpe, il a dû falloir se battre un petit peu pour que ça arrive à Florac. Pourquoi Florac? Qu'est-ce que vous répondez aux gens quand ils vous disent pourquoi est-ce qu'on irait à Florac pour implanter ce centre? Eh bien, Florac, c'est un centre géologique. On est entouré de massifs calcaires, granitiques, schisteux. Nous avons des cavités, nous avons des canyons, nous avons 300 cavités souterraines sur les Cosses. Nous avons également des falaises et des grandes parois. Pourquoi pas aussi du matériel qui peut ressembler à du matériel d'usine, puisque nous avons des pylônes, des ponts métalliques. Eh bien, le terrain de jeu était tout trouvé. Dans un rayon de 50 km, nous avions tous les cas de figure possible pour pouvoir exploiter ce genre de technique. À la fois en milieu rural et presque milieu urbain avec les pylônes électriques et autres. Tout à fait, hormis les immeubles de grande hauteur. Mais bon, tout est possible à partir du moment où les fondamentaux sont en place, que les gens techniquement savent manipuler, que ce soit à 5 mètres de hauteur. On est capable, bien sûr, dans la mesure où on est à l'aise dans le vide, de pouvoir le faire à plusieurs dizaines de mètres. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les fondamentaux, c'est quoi du grimpe? Alors les fondamentaux, c'est d'abord, dans un premier temps, travailler en sécurité, être le maximum autonome sur sa corde et surtout travailler en équipe avec une solidarité sans faille. Et puis ces fondamentaux, c'est pouvoir, dans tous les cas de figure, même si les accès paraissent impossibles, en fait, ils
il n'y a pas d'accès impossible, il y a des accès difficiles. Il faut pouvoir les atteindre parce que bien souvent, là où se trouvent les victimes, il faut pouvoir y aller aussi. Donc cette autonomie et cette façon de progresser pour accéder aux victimes fait partie de ces fondamentaux qui sont inclus ici. Alors, je me tourne de nouveau vers Sébastien, puisqu'ils sont remontés en haut de la tour et ils vont faire une deuxième descente. Je crois que vous pouvez nous en dire plus, le capitaine Pochon, sur ce qu'ils vont faire. Tout à fait. La première descente en civière a été effectuée et maintenant je vais descendre, regardez, avec un harnais complet, harnais de cuisse, harnais de torse. Voilà, ils m'ont équipé, les deux Sébastien et Julien, mon équipe du Grimp, qui sont là. Ils viennent de Côte d'Or, ils se sont formés ici au Grimp à Florac. Voilà. Nos amis de Côte d'Or, ils sont venus à Lozère et ils sont passés par le Grimp pour se former à ce cours périlleux et montagneux. Et on va redescendre pour 25 mètres. Là, cette fois-ci, je vais descendre tout seul face à la paroi. On est en train de sécuriser un maximum, vous voyez, c'est ultra sécurisé. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Allez, on va vous installer les cordes sur vous. Allez, ils m'installent les cordes. Alors, j'essaie de vous faire vivre l'installation des cordes, voilà. Alors après, je pourrais peut-être pas rester. Les images seront peut-être pas. Voilà. Ça va couper un petit peu là, le temps. Voilà. Ok. Allez, je vous fais des commentaires. Je vais pas tarder à me lancer dans le vide. Allez, on va faire section la corde. Attendez. Nous allons un passage les baudriers qu'ils utilisent, est-ce que c'est les mêmes qu'ils utilisent vos sauveteurs tous les jours? Alors oui, on voit différents types de harnais ou de baudriers, puisque ça dépend dans quel milieu on va évoluer. Si on est dans le milieu périlleux un peu plus industriel, on a besoin de harnais un petit peu plus complexes comme on est en train de voir là, à l'heure actuelle. Ce qui est important pour nous, c'est d'être en capacité de descendre en sécurité, mais aussi de remonter sur la corde. Bien sûr, si on devait aller dans un milieu souterrain, eh bien, ce harnais serait beaucoup trop gros, donc il faut qu'il soit beaucoup plus léger et je dirais plus résistant aussi. Si on était en milieu montagneux, d'avoir tout ce qu'on voit en rouge là sur Sébastien, on n'en aurait pas besoin non plus, et on aurait besoin d'un harnais beaucoup plus flexible, beaucoup plus petit, plus léger pour progresser dans le milieu. Et si c'est le canyon, c'est pareil. Donc là, aujourd'hui, on est dans un harnais de bonne qualité qui nous permet d'intervenir dans de bonnes conditions. Voilà, mais c'est plus dans le milieu urbain ou industriel. Voilà, et ça dépend les départements, parce que vous avez vu que sur le territoire national, forcément, on a tous les milieux. Donc après, il faut choisir le bon harnais qui fait un petit peu tout, ou quelquefois en avoir plusieurs. Ça marche. Et adjudant-chef, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se faisait à l'arrière avec les poulies? En fait, l'idée est toujours pour nous de minimiser la force et la charge qui pèse sur les matériels que l'on utilise. Et donc les garçons pour l'occasion ont mis un système qu'on appelle de mouflage pour diviser les charges, qui peuvent des fois diviser par 2 voire par 3. Donc je ne sais pas combien pèse Sébastien, mais si on part du principe que c'est un grand gaillard et qu'il pèse un bon 80 kg, il faut savoir qu'au bout des agrès qui sont utilisés, des matériels qui sont ici utilisés, il n'y a pas 80 kg en charge sur les agrès, il y en a beaucoup moins. Et donc les garçons ont mis ensemble donc, ce dispositif de mouflage et en fond d'écran en arrière le sapeur-pompier qui tient la corde a engagé la corde dans un dispositif qui permet de descendre en toute souplesse et sans à-coups. Sébastien là en autonomie seule ou occasionnellement lorsque les victimes sont dans des barquettes. Donc vous mettez aussi les gens que vous allez sauver dans ces baudriers, ou c'est réservé aux sauveteurs? Non, c'est pas réservé aux sauveteurs, bien sûr. Mais si on doit extraire des gens, par exemple d'un immeuble ou d'une structure, une attraction, un manège ou autre chose, ou un pylône, bien sûr qu'on a des harnais beaucoup plus faciles à mettre, mais c'est ce qui se passerait. Voilà, donc on l'écarterait de la façade pour pouvoir les extraire. Ça, c'est vraiment parce que là, par exemple, la victime, ça veut dire qu'elle n'est pas blessée. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, elle est à un endroit, je dirais qu'on la met plus en sécurité. C'est-à-dire qu'on va la ramener au sol dans de bonnes conditions avec un matériel simple. Alors, on peut mettre un accompagnateur comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut mettre un sauveteur avec la personne pour la rassurer. Et ça, c'est tout à fait faisable. Bon, là, l'idée, c'était quand même que Sébastien puisse descendre seul le long de la tour du Centre National. Et en plus, il adore ça. On va pas se mentir. Alors, on se sent totale sécurité. Alors, est-ce que Sébastien, ça va? Et du contrôle. Voilà, on arrive là. Il a l'air ravi, Sébastien, sur sa façade. Un troisième obstacle, là.
de nouveau une nouvelle fenêtre. Ce que je vais faire, je vais écarter. Cette fois-ci, je m'y prends un peu mieux. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on J'écarte les jambes, les pieds. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adapte. Et ça, c'est un peu le rôle et la mission de chacun. Et quand on s'adapte à un obstacle, c'est ce qu'il vient de faire. S'il était passé au milieu, il serait passé dans la fenêtre. Donc, potentiellement, il a le bon réflexe. Et même s'il ne sait pas descendre, on va dire en rappel, là, c'est pas un vrai rappel, hein, voilà, c'est nous qui l'assistons. Mais potentiellement, vous voyez, comme quoi, c'est bien d'observer, d'analyser. C'est ça aussi, hein, notre mission, d'observer, analyser. Donc, on est capable tous de faire ça. Si on est encore conscient, et j'imagine que ça dépend des circonstances quand même. Oui, bien sûr, mais là il est conscient, mais s'il est blessé ou qu'il n'est pas conscient, il sera dans une civière, donc là c'est différent. Ça marche. Merci beaucoup. Sébastien, je crois qu'il est presque arrivé en bas. Les équipes, quand ils arrivent, ils savent pas sur quoi. Et il n'y aura plus qu'à le désarnacher. C'est comme ça donc, du coup, de la reconnaissance. Et après, de l'équipement. Et beaucoup de contrôle. Et alors, qu'est-ce que c'est ces marches? Ça c'est parce que ce sont des obstacles qui ont été mis en place sur la tour pour faire des exercices. Hein, c'est juste pour pouvoir escalader sur la tour. Ces techniques-là peuvent être aussi employées pour descendre des sauveteurs, non pas autonomes, mais par exemple dans un puits, dans des grandes distances, voilà, avec des excavations. Voilà, et ça, c'est quand même quelque chose qu'on fait aussi assez souvent. C'est pas pratique. Super. Là, on prend la relais. Voilà, le sol est là, j'y suis. Et voilà, on me réceptionne ici. À l'arrivée, voilà, deuxième descente de fête ici, du côté du Grimpe, à Florac. Au sol. Alors merci beaucoup à Sébastien d'avoir joué les cobayes et au trio de sauveteurs Julien, Sébastien et Sébastien, si j'ai bien retenu les prénoms, d'avoir aussi accepté de jouer le jeu et d'être resté plus tard pour soutenir Sébastien dans sa descente et dans ses exercices. 2 exercices qu'on a vus, vous en faites toute la journée des exercices? Oui, alors les exercices, on en fait toute la journée quand on a des formations. Et si on est en unité départementale, chaque département quasiment en France a une unité, ils font des entraînements, bien sûr. Alors là, c'est relativement simple pour nous parce qu'il y a des ancrages, il y a tout ce qu'il faut, il y a la fenêtre, il n'y a pas de problème de frottement. Enfin, je veux dire, ça se passe bien. Donc pour s'entraîner, c'est une bonne chose, pour se préparer. Il faut se préparer à l'événement, préparer à la mission. Donc c'est bien de répéter les bons gestes et de manœuvrer comme ça. Mais bien sûr qu'on fait ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on le fait quasiment tous les jours quand on a des stagiaires ici. En gros, on fait 4 à 5 manœuvres par jour, par unité. Voilà. Donc si on en a 3, voilà, vous avez le total. Et vous accueillez à peu près 300 stagiaires par an, si j'ai bien compris. C'est un maximum que vous pouvez accueillir. Vous espérez en accueillir plus dans les années à venir? Oui, c'est le but. Déjà, écoutez, moi, quand j'ai pris le commandement du Centre national, voilà, on était entre 180 140 stagiaires. Ça dépend un peu les années aussi, parce que ça fluctuait avec les départs en retraite ou autres. Et après, il y a eu quand même le développement, et c'était ça le but, avec un nouveau bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui, de ce qu'on vient de voir, qui est innovateur et qui nous permet justement de travailler dans de bonnes conditions. Donc ça, forcément, ça aide. Mais comme disait le commandant Pierre Serrano tout à l'heure, les sites sont importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 160 sites que l'on utilise sur le territoire, sur les 50 km qu'il donne, voire même un petit peu plus, pour justement avoir différentes situations et niveaux de difficulté de mise en œuvre des techniques de secours. Donc oui, bien sûr que... Pas tous les jours, mais voilà, on est à peu près 130 à 140 jours sur le terrain dans une année. Ça représente un beau panorama. Commandant Serrano, en voyant les matériaux qui sont utilisés aujourd'hui, ça vous évoque quoi par rapport à vos débuts? Je crois rêver parce qu'en fait, en 40 ans, c'est une explosion de technicité, une explosion des techniques. À l'époque, les baudriers, nous les fabriquions avec des ceintures de sécurité qu'on démontait des épaves de voitures. De voir le matériel de maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a travaillé avec les moyens du bord, avec du matériel que nous fabriquions. Personne n'y croyait, on passait pour des visionnaires, comme nous disons chez nous, des imaginaires. Et c'est vrai que maintenant, c'est plus à prouver. Dans tous les centres de secours, le matériel est doté. Les fabricants se sont intéressés de très près au problème. C'était un marché
naissant à l'époque qui n'intéressait pas beaucoup de monde, mais progressivement, ils se sont aperçus qu'effectivement, les centres de secours étaient grands demandeurs d'un matériel spécifique, adapté, spécialisé, et c'est une très très bonne chose. Et ils ont joué le jeu très facilement ils une fois qu'ils continuent ont à jouer le jeu. Et le Centre national dont le capitaine Pourchaud parlait tout à l'heure est un terrain de jeu et un terrain d'essai pour tous ces matériels, et les fabricants font confiance à ce centre de secours pour justement expérimenter tout ce matériel et le mettre en œuvre. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, adjudant-chef Samuel Caron. Vous venez de la Nièvre. C'est ça. C'était marqué sur votre titre. Vous êtes en Lozère régulièrement parce que vous êtes à la fois formateur, si j'ai bien compris. Expliquez-nous un peu comment vous êtes arrivé en Lozère. Alors déjà, j'y suis arrivé entre guillemets presque par obligation, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui la Lozère et le CNF est un passage obligé pour les sauveteurs qu'on appelle des niveaux 2 qui prétendent à vouloir passer au niveau supérieur, donc au niveau 3 en qualité de chef d'unité. Ce qui d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour nous, et fait aussi partie des choses pour lesquelles il faut que ça reste comme ceci, dans le sens où ici tout est fédéré, et donc du coup le discours, la politique, qui est mené, l'ensemble des informations qui sont données et des techniques qui sont enseignées sont les mêmes pour tout le monde. Donc je referme la petite parenthèse. Et donc j'ai eu la chance d'y passer dans les années 2000, lorsque j'ai voulu passer à l'étape supérieure en qualité de chef d'unité. Et puis très vite, comme tout à chacun, l'engouement s'est agrandi, et je me suis dit pourquoi pas peut-être maintenant passer de l'autre côté et espérer pouvoir tenir l'emploi de formateur. J'avais rencontré déjà Guy sur certains meetings, sur certains forums, qui m'avait dit, tu sais, l'école est l'école de tous. Donc tu seras le bienvenu, viens faire tes armes, et puis ensuite, si ça fonctionne, tu continueras à venir. Et puis en toute humilité, je pense que mes compétences ont plu, et la preuve en est aujourd'hui. Je continue à venir avec beaucoup de plaisir. Guy m'accueille, mais nous accueille tous de la même manière. Et donc la Lozère, le CNF est presque un passage obligé dans ce cadre-là. Et puis vous savez, on dit toujours que quand on arrive dans le Nord, on pleure, et quand on en repart, on pleure aussi. J'ai pas envie de faire de mauvais amalgames avec la Lozère, mais il est vrai que quand on arrive en Lozère, on se pose pas mal de questions, même pour un Nivernais comme moi qui a sensiblement une géographie et un territoire presque similaire et semblable. Mais c'est vrai qu'on pleure aussi quand on part de Florac, puisqu'on y vit tellement de belles choses et de beaux moments sur le plan professionnel et sur le plan humain, que c'est quelque chose qui ne nous laisse pas insensibles. Commandant Serrano, capitaine Guy Pourchaud, c'est un bel hommage que Merci. vous avez reçu. Comment on fait pour entrer au Grimpe ? Alors comment on fait alors d'autant plus de nos jours, il n'y a pas de moule, il n'y a pas de prédisposition, mais malgré tout, il y a quand même des petites susceptibilités, des petites choses qui nous animent, qui font qu'à un moment donné, on va s'orienter vers une spécialité comme celle du Grimpe. D'ailleurs, il y a d'autres spécialités dans le domaine des sapeurs-pompiers. Le monde des sapeurs-pompiers, d'une manière générale, est quand même très impactant, puisque, par exemple, contrairement à nos camarades anglo-saxons ou américains, le sapeur-pompier français est un touche-à-tout. Donc pour pouvoir entrer dans une spécialité, il faut avoir l'énergie, l'envie, le temps, la motivation, et aussi pouvoir l'allier avec sa vie privée. Il faut avoir tout ça et cocher toutes les cases pour pouvoir prétendre à rentrer dans une spécialité. Celle du Grimpe, il y a peut-être, sans faire de mauvaise différence, un truc en plus, c'est la passion. Et cette passion-là, des fois, elle est naissante par le simple fait d'avoir peut-être vu un entraînement ou avoir vu un reportage à la télé. Certains vous disent qu'ils ont pratiqué au titre personnel de l'escalade dans un club d'escalade, d'autres de la spéléo, du canyoning. Et donc, on s'approche gentiment, tout doucement, mais quelque part, c'est déjà ancré. Et après, une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. Et on est tous et toutes de véritables passionnés. C'est quelque chose qui est dévorant. C'est quelque chose qui, même pour certains vous diraient que si on leur enlevait cette spécialité, il y aurait quelque chose de vide à la place qui ne pourrait pas être comblé. D'accord. C'est pas pour tous les sapeurs-pompiers, le Grimpe, dans tous les cas, mais c'est pas grave, c'est pas une obligation d'y passer pour être un bon sapeur-pompier. Physiquement, il faut quand même être un peu au-dessus du lot, quand on voit les exercices qu'ils font. Alors oui et non, potentiellement. Ce qui est important, c'est que, et vous l'avez dit, d'abord on est un sapeur-pompier.
Voilà. Et donc on passe par la formation de base de l'incendie et du secours à personne. Ça, c'est ce qui est obligatoire sur tout le territoire national. Ensuite, on choisit une spécialité, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais choisir la spécialité, on fait des tests. Est-ce qu'on a besoin? Bien sûr qu'on a besoin d'un niveau physique, puisqu'on l'a déjà en tant que sapeur-pompier. En fait, le niveau physique qu'il faut avoir, en tous les cas médical, pour pouvoir rentrer dans cette spécialité, il faut être apte à l'incendie. Donc à partir du moment qu'on est apte à l'incendie, eh bien, ça veut dire qu'on est en capacité de pouvoir prétendre à faire des présélections. Alors les présélections sont diverses et variées, mais l'idée c'est potentiellement d'avoir quand même des gens qui ont envie. Si on a envie, on peut avancer, on peut faire des choses. Voilà. Et puis bien sûr, si on a une expérience, si, comme on le disait tout à l'heure, si on pratique en dehors du travail ou dans sa passion, ça aide quand même à rentrer dans la spécialité, bien sûr. Mais il y a des tests et puis après, il faut faire les formations, bien sûr. D'accord, oui, donc il y a quand même des tests pour y arriver. Oui, les tests, c'est pas forcément physique. Ça peut être des tests, on met du physique, mais acceptable avec des tests, je dirais, de montage de cordes, mais qui sont dans le tronc commun. Par exemple, on parlait de l'incendie. Tous les sapeurs-pompiers de France utilisent un lot de sauvetage de protection contre les chutes. C'est une corde qui permet d'évacuer et de sauver les gens par l'extérieur ou de se mettre en sécurité sur une toiture. Donc on leur demande dans une situation, sur des ateliers par exemple, c'est ce qu'on fait un peu chez nous, de faire des choses et de les réaliser. Donc ça nous permet de faire un petit peu une évaluation entre guillemets, de voir où est-ce qu'ils en sont sur les techniques de base. Et puis après on fait un petit entretien, etc. pour pouvoir rentrer. Mais après, ça c'est que la partie pour pouvoir prétendre à aller à un premier stage. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils font le stage. Alors, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils vont faire un premier stage. Aujourd'hui, on appelle ça l'IMP1, c'est une sensibilisation au milieu périlleux. C'est un minimum de 3 jours. Et dans ces 3 jours, qu'est-ce que l'on fait? On détecte si les gens sont en capacité d'aller au niveau 2. D'accord. Voilà. Donc au niveau de sauveteur. S'ils ne sont pas en capacité, eh bien, écoutez, c'est pas grave. Ils reviendront une prochaine fois ou ils arrêteront. Hein. Le commandant, il dira de ce qu'il dit d'habitude, c'est lui qui va le dire. Là, je lui passerai la parole après. Et donc une fois que l'on a passé par exemple l'IMP1 et que tout compte fait on est apte à cela, c'est-à-dire que c'est là qu'on détecte si potentiellement on a le vertige ou si on n'est pas bien ou si on n'est pas à l'aise. Voilà, ça permet quand même de faire un premier tri entre guillemets, qui c'est pas un très beau mot. Voilà. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on va travailler pendant un minimum de temps, c'est-à-dire on va dire un minimum 6 mois, où chacun va personnellement s'investir aussi dans sa préparation pour rentrer en tant que sauveteur dans un stage où ils vont apprendre à faire toutes les techniques, comme on a vu tout à l'heure sur la tour, et puis de maîtriser un petit peu tous ces dispositifs et être autonome. Comme l'a dit le commandant, il faut être autonome sur corde, il faut pouvoir bouger dans tous les sens, en sécurité. Puis après, il faut travailler en équipe. Donc ça, on apprend à faire ça. Et une fois que ce stage est terminé, et bien après, comme on l'a dit, peut-être qu'au bout de plusieurs années, peut-être que la compétence est montée, peut-être qu'on a envie, peut-être que tout compte fait, on a une capacité d'être un manager, d'un leader, d'être un chef, d'être en capacité aussi de prendre des décisions, parce que ça c'est aussi important, être capable de dire je fais, je ne fais pas, ou comment je vais organiser les choses, et puis de venir faire la formation de chef d'unité ici à Florac en Lozère. Ça marche. Et commandant Serrano, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est surtout de rayer du vocabulaire le terme de pompier d'élite lorsque l'on est au Grimpe. Je veux dire, il n'y a pas d'élite particulière parmi ces groupes-là. C'est des pompiers comme tout le monde. Bien sûr, on est plus ou moins apte à ce type d'exercice, mais cette aptitude, c'est bien sûr être à l'aise dans le vide, ne pas être trop claustrophobe, et puis surtout avoir l'esprit d'équipe. Mais bon, malheureusement, il y a des échecs pour certains. Certains persistent et réussissent quand même, mais comme je leur dis souvent, et comme vous voulez certainement que le capitaine le sorte, je disais régulièrement en fin de stage, lors des remises de diplômes ou des attestations, qu'on pouvait vivre très vieux sans être diplômé du Grimpe. Et je vais donner comme exemple Madame Jeanne Calment, qui est morte à plus de 115 ans, et elle n'a jamais fait du Grimpe. Paix à son âme. De sauveteur à formateur, comment on passe l'étape?
Alors, de sauveteur à formateur, tel que l'a dit le capitaine Guy Pourchaud, c'est vrai qu'à un moment donné, donc, le métier de sapeur-pompier, d'une manière générale, nous pousse davantage à prendre de responsabilités, davantage à prendre des décisions, des fois, qui ont une importance quand même réelle, hein, dans le cadre des missions que l'on mène. Et puis, il y a aussi un trait de caractère. Tout le monde l'a dit, hein, donc je vais le dire, je vais être le troisième à le dire, mais le grimpe est aussi une façon de prouver qu'on est en capacité de passer par des épreuves compliquées, des fois aussi par des échecs. Et moi-même, je n'ai pas eu mon brevet ou mon diplôme de chef d'unité de la première fois, je suis venu une deuxième fois. Et ça, c'est très intéressant, et sur le plan professionnel, mais également sur le plan humain. Et donc, c'est cette capacité à pouvoir continuer à avancer, à persévérer, à pouvoir retourner les choses qui font qu'à un moment donné, on va basculer de l'autre côté. Et là, c'est presque... on voit la lumière. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans le tunnel et d'un seul coup, tout s'éclaire et là, ça rayonne. Voilà. Ça marche. Alors, avant de continuer, je voulais juste quand même qu'on passe un message. Les sapeurs-pompiers volontaires, on a besoin de vous, je crois, dans les casernes françaises, dans tous les cas. Et il ne faut pas qu'ils se sentent... pas de capacité de tenter tout ça. Ah oui, non, mais bien sûr. Hein. Je veux dire, tout le monde est en capacité du moment qu'on a, comme on disait, la santé et qu'on a la capacité. Le commandant l'a dit tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas de super-héros, hein, ça n'existe pas. Par contre, voilà, on peut se préparer et on peut réussir à faire ça. Et tout le monde peut le faire. Hein. Voilà, les sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs-pompiers professionnels. Hein. Merci. Alors, vous intervenez en France, à l'international aussi, si je ne m'abuse. Ça fait 40 ans que vous voyez rayonner ce grimpe, commandant Serrano. Qu'est-ce que vous êtes fier de votre création? On a commencé à s'exporter un petit peu d'abord dans les départements d'outre-mer. C'est fin des années 90, des années 80. J'ai pris mon bâton de pèlerin et puis on est allé porter ce petit savoir aux Antilles, d'abord en Guadeloupe, ensuite en Martinique, puis la Guyane, département auquel on est retourné plusieurs fois, et puis la Polynésie française. La suite a été prise par la suite au travers d'associations en Amérique du Sud, au Chili, en Bolivie, au Mexique. Voilà, et puis bon, les techniques s'exportent maintenant en pays de l'Est. Le capitaine Pourchaud est allé en Chine. Nous avons fait le Maghreb, les pays du Maghreb. Voilà, tout ceci prouve que les gens croient en ce qu'on fait, que ce qu'on fait est efficace. Donc à partir de là, il faut s'accrocher, il faut continuer. Et puis j'espère que ça durera encore longtemps. Alors justement, c'est ma prochaine question, capitaine Guy Pourchaud. Les objectifs du grimpe pour les 40 prochaines années? Je ne sais pas, il faudrait demander au commandant s'il avait pensé ça il y a 40 ans. Est-ce qu'il serait vu aujourd'hui ici avec cette infrastructure, la façon dont ça fonctionne, le développement des techniques, de la pédagogie, des missions opérationnelles? Est-ce qu'il aurait vu ça comme ça il y a 40 ans? Donc, commandant, qu'est-ce que vous en dites? Je repasse la parole. Sûrement pas. Et mon ami qui n'est plus là, Marceau Jouve, sûrement pas non plus. Lorsque nous avons lancé ça il y a 40 ans, on ne pensait vraiment pas déboucher avec une telle efficacité, une telle reconnaissance. Et c'est avec le plus grand plaisir et un grand honneur que de pouvoir encore être là. Je viens de fêter mes 80 ans. Je pense beaucoup à ceux qui ne sont plus là, malheureusement, même du grimpe. J'espère que ça durera encore longtemps. Voilà. Merci beaucoup. J'imagine que vous pensez la même chose, que ça durera encore longtemps. C'est le but et c'est ce que nous faisons tous ensemble sur l'ensemble des départements de France, parce que ici c'est l'école des spécialistes en milieu périlleux. Et donc forcément, le but du jeu, c'est que tout ça fonctionne et qu'on continue à avancer et qu'on développe tout ce qui a été fait depuis 40 ans. Ouais. Et puis j'imagine avec les techniques nouvelles qui arrivent. Bien sûr, oui. Mais en fait, on vit un peu, parce que ce qui est intéressant quand on discute avec Pierre, c'est que
c'est que ce qu'il a vécu, on le vit, mais d'une autre façon, voilà, avec d'autres problématiques. Hein. Mais potentiellement, on est tout le temps à rechercher, à aller plus loin, à conserver aussi ce que l'on a mis en œuvre, ce qu'il a mis en œuvre, ce que mon prédécesseur aussi a mis en œuvre, hein, le colonel Robert. Et ben, potentiellement, tout ça fait que ça nous amène ici. Et nous, aujourd'hui, c'est ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'on met en œuvre tout cela, mais on recherche aussi de nouvelles techniques ou améliorer ces techniques-là, mais en gardant toujours le bon sens opérationnel et que cela soit pragmatique et rapide et efficace. Alors, nous arrivons vers la fin de cet entretien. Il me reste 2 questions à vous poser. Commandant Serrano, je vais commencer avec vous. J'aimerais que vous me donniez une anecdote qui vous a marqué au Grimpe sur ces 40 dernières années. Une seule. Ça va être difficile, je sais. L'anecdote, non, franchement, vous me prenez au dépourvu. Là, je n'en ai pas de particulière, si ce n'est que de retrouver, et c'est extrêmement rare, mais c'est arrivé effectivement une fois ou deux, des gens qui viennent vous remercier d'avoir eu la chance de tomber sur nous pour qu'on les sauve. Et ça, c'est extrêmement rare. C'est vrai qu'on a peu de fois l'occasion de rencontrer d'anciennes victimes, soit parce que les victimes deviennent amnésiques, soit parce que peut-être elles n'osent pas revenir ou avoir honte de ce qui leur est arrivé. Mais c'est vrai que ça, c'est la plus grande satisfaction, c'est d'être remercié par quelqu'un qu'on a pu sauver. Alors, vous m'avez aussi dit, vous m'avez aussi confié que vous avez entraîné les enfants des premiers que vous avez pu former au début. Oui. Les prochaines générations. Vous avez vu plusieurs générations arriver sur le Grimpe. Bah oui, c'est arrivé en faisant le tour de table en début de stage et en entendant le nom d'un tel, d'un tel, d'un tel. Oui, effectivement. Tiens, toi, tu t'appelles comment? Eh bien, comme ça. Ah ben, est-ce que tu connais un tel? Ben oui, c'est mon papa. Alors, quand vous avez formé le père et que maintenant vous avez le fils... Sacrée pression. C'est toujours agréable. Mais enfin, ça prouve quand même qu'il y a un tour de cadran qui vient de se faire. Et ma foi, tant qu'on peut, on le fait. Capitaine Guy Pourchaud, qu'est-ce que vous me diriez sur le Grimpe? Quelque chose qui vous marque? Ben, écoutez, c'est aussi assez difficile, pareil, comme Pierre. Hein. Moi, je dirais que ce qui est marquant, c'est qu'on rencontre tout le monde ici. Voilà. Et ça, c'est peut-être aussi un point fort du Grimpe dans sa globalité, parce que rencontrer des gens de toute la France, à un moment ou à un autre, ce qui est intéressant à Florac, c'est qu'on se dit, tiens, qui je vais voir à Florac? Ça se trouve, je connais personne. Et souvent, eh bien, on a des gens qui se connaissent, mais en fait, ils habitent à des départements, à des oppositions, des kilomètres absolument incroyables. Et tout compte fait, ils se connaissent et il y a du lien qui se forme. Et en fait, il y a toujours une rencontre aussi à Florac. Ça, c'est le bon côté. C'est le côté qui va bien, qui est intéressant. Et puis après, c'est ça qui soude aussi. Et le Grimpe, c'est on travaille, on est rigoureux, on essaie d'être dans l'exigence, dans la qualité, dans la sécurité. Mais aussi, après, il y a les bons moments de camaraderie, parce que c'est important. Et ça, c'est aussi une culture. C'est aussi ce qui a été initié par nos prédécesseurs. Donc, il faut qu'on continue là-dessus, parce que c'est important de passer un moment aussi avec les personnels dans une autre configuration. Merci. Adjudant-chef, une anecdote? Alors bon, je ne vais pas être très original non plus, mais c'est vrai qu'au vu de ce que l'on vit dans chacune des interventions, même des entraînements qui sont complètement et radicalement différents des uns des autres, on pourrait tout à chacun vous écrire un livre, bien évidemment plus ou moins épais en fonction de l'expérience et du nombre d'années que l'on a pratiqué, mais je trouve très intéressant votre question, puisque je ne savais pas comment y venir et j'avais envie d'y venir à titre personnel, et je pense que Pierre et Guy me suivront là-dessus. J'ai eu la chance, Guy m'a laissé l'opportunité, à 2 ans maintenant, de partir sur une action de formation internationale au Liban, à Beyrouth, où je suis parti pendant 17 jours, où j'ai vécu une expérience professionnelle exceptionnelle, on ne peut plus enrichissante, mais davantage une expérience humaine et personnelle. Quand je suis parti, j'ai laissé là-bas des garçons qui sont restés dans mon cœur,
avec une humilité, une fraternité, une camaraderie à toute épreuve. Et ce qui me marque aujourd'hui, c'est d'être en perpétuelle communication avec eux, pas plus tard qu'il y a 1 heure encore. Et ces garçons qui me font vivre leur douleur à travers les bombes qu'ils prennent maintenant de façon journalière. Et à qui je dis, je souhaite bon courage. Moi, je suis impuissant, je pense à vous, j'ai mal au cœur. Je suis même tristé, peiné par ce qui vous arrive. Et sachez que, quoi qu'il en soit, s'il le faut d'une manière ou d'une autre, étant donné l'amour que je vous porte, je serai en capacité de vous faire venir à la maison. Et eux me disent, non, maintenant que nous sommes des secouristes en milieu périlleux libanais, nous devons de rester pour sauver notre peuple. Donc je voulais en profiter juste pour faire un hommage à ces secouristes en milieu périlleux libanais qui, pendant que l'on se parle, sauvent leur peuple avec des techniques de secours en milieu périlleux. C'est un beau message et on pense à eux. Alors, capitaine Guy Pourchaud, je finis avec vous. Cet entretien, demain, c'est les festivités. On est quand même sur les 40 ans du Grimpe. Il y a des festivités qui sont prévues de 2 jours. Vous pouvez nous donner le programme rapidement ? Alors oui, les festivités, c'est un grand mot, les festivités. Parce que c'est pas la fête. Ce qui est important, c'est de passer un moment pour ces 40 ans. Notre objectif, c'était de rassembler, bien sûr, nos unités départementales de France, de les faire venir ici, faire venir les anciens, honorer ceux qui nous ont amenés jusqu'ici, qu'ils puissent passer un bon moment, qu'ils puissent se revoir, qu'ils puissent partager des choses, bien sûr. Mais c'était aussi d'amener des matériels, et Pierre l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes un centre d'essai à cœur, pas à cœur ouvert, mais quasiment, parce qu'on est à l'extérieur en permanence, on n'est pas toujours dans ce bâtiment. Et on a énormément d'entreprises qui travaillent avec nous, qui ont une grande fidélité et qui nous font avancer. Donc ils seront là pendant ces 2 jours. Et durant ces 2 jours, vous allez voir 3 villages. On a mis en place un village sur le centre national. On a mis un village sur le boulodrome de Florac. On a mis un village sur la gare, l'ancienne gare de Florac. Bien sûr, il y a une exposition à l'ancien tribunal. Il y a des micro-conférences. Et puis, bien sûr, des repas partagés. Il y a un prix de l'innovation pour les entreprises qui participent. Voilà, donc ça, c'était notre objectif aussi. C'était de leur faire un prix d'innovation, puisque ça sera le premier durant cet événement. Et on espère le faire le plus longtemps. Vous allez découvrir plein de matériel. Ça permet aussi aux Lozériens, aux Lozériennes, mais aussi au public dans sa globalité, de voir ce qui se passe derrière ce bâtiment, derrière ces femmes et ces hommes en rouge, parce qu'on voit toujours ce qu'on fait, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, c'est l'occasion de voir ce qu'ils mettent en œuvre et ce qu'ils font sur ces 2 jours, avec une course aussi, un trail qui se fera, parce qu'on fait du sport, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est important, il y en a qui vont faire du sport. Et bien sûr, on a mis des matériels en œuvre incroyables. Moi, je vous invite à venir, à voir tout ce qu'on a mis ici. On a transformé Florac, Pierre, pour ses 40 ans. Et on donne rendez-vous à tout le monde, bien sûr, à partir de demain et puis samedi. Et bien sûr, on leur donnera à nouveau rendez-vous dans 2 ans, puisque notre objectif, bien sûr, c'est de rassembler aussi sur un autre thème. Peut-être, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, peut-être nos amis des îles, pour qu'on ait plus de temps de les faire venir, mais aussi tous les étrangers avec qui nous travaillons. Donc c'est toute la journée, à partir de quelle heure ? Alors écoutez, on accueillera les gens qui se sont inscrits à partir de 8h30 et puis la population va pouvoir venir sur l'ensemble de la journée. Voilà, il y a plein de petites choses et notamment, j'en profite, mais voilà, on va faire des ventes de petits goodies, etc. Mais c'est aussi pour l'œuvre des pupilles, des sapeurs-pompiers de France, important. Voilà, on fait des petites choses comme ça. Et je voudrais remercier aussi les commerçants de la ville de Florac, de l'association C'est Ouvert, parce qu'ils se sont mobilisés, ils ont fait des peintures pour les 40 ans sur l'ensemble de la ville. Voilà, ils ont fait des trucs incroyables, ils ont été de bons partenaires. Et puis remercier bien sûr toutes les entreprises, tous les Lozériens et les Lozériennes qui nous autorisent depuis 40 ans à intervenir sur leur secteur, leur terrain, pour qu'on puisse justement former tous ces chefs d'unité ou ces sauveteurs qui viennent de toute la France et du monde entier. Merci à tous les 3. L'invitation est lancée. Nous nous retrouverons donc à partir de demain à Florac pour les 40 ans du Grimpe, avec de nombreuses animations tout au long de la journée. C'est ouvert à tous, petits et grands. Oui, petits et grands.
Donc merci beaucoup. Merci tous les trois d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Je sais que vous êtes très occupés à la veille des festivités, donc merci d'avoir pris ce moment. Merci aussi à Sébastien Coulon d'avoir accepté de jouer les cobayes sur les installations, accompagné de ces trois sauveteurs, Julien, Sébastien et Sébastien. Chers téléspectateurs, je suis ravie que vous ayez décidé de nous suivre à Florac ce soir. Je vous retrouverai le 24 octobre ailleurs en Lozère. N'hésitez pas à partager vos idées et vos sujets avec la rédaction via l'email qui s'affiche en bas de votre écran. Et il me reste à vous souhaiter une excellente soirée.